Je commence, ça va? Ok, donc je m'appelle Arnaud Le Boulbard, j'ai 40 ans là, cette année. J'ai donc abandonné mon ancien métier qui était aiguilleur du ciel, il y a 1 an et demi maintenant. Et en fait, euh, la démarche d'accompagnement, en fait pour moi on peut faire une démarche d'accompagnement qu'à partir du moment où on a décidé de se connaître. On ne peut pas aller aider l'autre si on n'est pas prêt à se regarder dans la glace en fait. Et c'est pas tant l'autre que j'accompagne, c'est plutôt moi en fait, à travers l'autre. Donc c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que si j'ai changé de métier, c'est parce que dans mon ancien métier, je me sentais pas libre d'exprimer qui j'étais. C'était juste une forme de qui j'étais. C'était aiguiller les avions, ça m'allait très bien. Pendant un long moment, c'était parfait pour moi. Et puis je me suis dit, ok, mais là, ton essence, elle a besoin d'une nouvelle forme. Tu meurs, quoi. C'est une histoire de mort, en fait. Hein. C'est que... Et là, je suis assez ému à vous parler. C'est un premier exercice pour moi. Donc, ouais, c'est... En fait, je pense que le déclencheur d'une reconversion, c'est quand on se sent mourir dans sa vie professionnelle. Et il faut faire juste attention. Il y a ces histoires de grenouilles dont on augmente la température de l'eau un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite métaphore, mais juste faire attention de ne pas finir mort, quoi. C'est tout. Oui, parce que la grenouille ne se rend pas compte en fait que la température augmente. La température qui monte jusqu'au moment où c'est trop tard. Et je pense qu'il y a de ça. Et après, bien sûr, j'ai rencontré des facultés, il y a déjà des facultés énergétiques il y a 15 ans, plus de 15 ans de ça. À la base parce que je tremble. C'est assez drôle. Enfin, je ne vais pas rentrer peut-être là-dedans. Et donc, en fait, le pourquoi, c'était pour me sentir vivant. Voilà. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ça, c'est la reconversion. Pourquoi accompagner les autres? Encore une fois, pour me sentir vivant. Pour me comprendre, pour être en fait aussi le thérapeute que j'avais envie de rencontrer à un moment sur ma route. J'en ai rencontré pas mal. J'ai rencontré des gens qui... Voilà. J'ai fait un mix en fait de tout ce que j'aurais aimé souhaiter rencontrer chez un thérapeute. Et thérapeute, j'aime pas trop non plus, ça sous-entendrait que les gens sont malades. Moi, ce que je fais, c'est, sans rentrer dans le détail, c'est accélérer, fluidifier, débloquer les processus de transformation. Mais en tout cas, c'est juste... voilà. C'est que... Donc, tu as senti à un moment donné que ce n'était plus possible, que tu ne pouvais pas exprimer ton essence. Voilà, donc c'est ça qui t'a fait switcher de aiguilleur du ciel à aiguilleur tout court, je ne sais pas. Voilà. Ça, moi non plus, je sais pas. D'accord. Et Xavier? Donc je suis Xavier Gaillot, j'ai 48 ans. Je suis de formation ingénieur en informatique. Je suis toujours un reste de boulot salarié, de chef de projet informatique. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un slasher, puisque je cumule plusieurs activités. Donc, un futur ex-chef de projet, ça c'est l'objectif à terme. Et artiste peintre et thérapeute, accompagnant alternatif sur la partie que je suis en train de développer très activement. Je suis assez d'accord aussi avec Arnaud sur la partie thérapie. J'aime bien le terme accompagnant qu'utilise Laetitia. Le switch, il a eu lieu, on va dire, à 2 étapes. En 2005, dans le cadre d'un stage de massage, où ce que la médecine allopathique, donc notre médecine actuelle, dirait une crise de spasmophilie, une grosse crise de spasmophilie. C'était un stage de massage type californien, etc. Puis à un moment donné, je suis parti sanglots, tremblements, arythmie cardiaque, pulmonaire, etc. Enfin bref, c'était waouh. Bon, comme j'étais dans un lieu effectivement accueillant, je me suis laissé aller à ce qui se passait. Et visiblement, ça a ouvert quelque chose, en tout cas dans mon existence. C'est la première fois d'ailleurs physiquement, j'ai senti deux disques la taille d'un camembert. Les gens appellent ça des chakras peut-être, mais en tout cas c'était très physique, vraiment la taille de 2 disques. Et puis j'ai jamais ressenti ça a pu s'exprimer autrement, mais c'était impressionnant. Ça c'était 2005.
Puis du coup, j'ai cheminé, j'ai lu pas mal de choses sur l'énergétique. Alors, je m'intéressais pas mal à l'âge de 18-20 ans, aux ovnis, au zen, au bouddhisme, etc., etc. Et en 2009, un de mes amis, apparemment assez branché là-dessus, me dit « Mais qu'est-ce que tu attends pour te lancer ?» Moi, j'avais pas eu l'idée forcément d'en faire une activité officielle, et l'auto-entreprise venait d'arriver en France. Donc je me suis dit « Tiens, why not ?» Donc ça, c'était 2009. Donc, avec cette attirance d'en faire une activité professionnelle à part entière, mais voilà, pas une chose aussi claire, en tout cas, que quand j'entends Arnaud. C'était pas je m'emmerde dans mon boulot. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas, parce que c'était pas assez dans la relation humaine et ce qui m'attirait de plus en plus. Et à la fois, il y avait la sécurité financière. Ah, voilà. Donc mais aujourd'hui, je suis en pleine accélération. Alors, j'ai une première question. À moins que tu voulais finir ta phrase, j'ai Vas-y, l'impression qu'il y avait un point, mais peut-être pas. Parce qu'Arnaud, lui, il a parlé si j'ai bien compris, de s'aider lui-même. Enfin, il y a vraiment, à travers le fait d'aider les autres, toi, finalement, si tu te rends service à toi. Et je me demande si toi, tu le vis de la même manière. Alors, oui et non. Enfin, je vais la faire à la normande, mais je me considère comme un explorateur de la vie. Donc, je me dis à quoi bon faire du tourisme, quel qu'il soit, le tourisme chamanique, je suis allé au Pérou à un moment donné, etc., si c'est pour garder tout pour moi, en fait. Il y avait une question de cohérence pour moi qui me disait, mais ça sert à quoi ? Et allant plus loin que ça, le fait de le partager, c'était aussi de me rendre compte que j'allais aussi apprendre dans le lien avec l'autre. Donc du coup, effectivement, apporter, accompagner quelque chose à quelqu'un, forcément, je me rendais compte au fur et à mesure que ça m'amenait aussi moi-même à me questionner, à avancer, à cheminer. Et donc, d'où ce lien de connexion avec l'autre, au sens large du terme. Donc, c'était quoi la question ? C'était justement, est-ce qu'il y avait cette dimension pour toi de t'aider toi-même ? Ça fait partie. Vraiment, c'est une partie intégrante. Mais c'est pas arrivé c'est pas arrivé dans ce sens-là, et ça l'est toujours, parce que je suis quand même ascendant ours, on va dire, donc plutôt dans la solitude. Bon, les gens qui connaissent le MBTI, je suis un INFP, donc voilà, moi j'aime... beaucoup de lettres, moi je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais... Ça, moi je peux dire MDR, PTDR, voilà, des trucs qui n'ont aucun rapport, mais c'est ce que je fais. Des fois, effectivement, tu as raison de me freiner, c'est mon côté... Non, mais si tu veux expliquer ce que c'est, par contre, voilà, il n'y a pas de problème. C'est une forme de caractérologie basée sur les travaux de Jung. Je sais pas, il y en a peut-être dans la salle qui connaissent mieux que moi les noms des MB, c'est 4 chercheurs. Et qui définissent 16 caractères, c'est basé sur 4 lettres, et à chaque lettre, vous avez 2 possibilités. Et derrière, vous trouvez sur maintenant, vous pouvez faire le test en ligne, et on trouve des sites en français assez bien faits, et ils vous disent par exemple, moi je suis INFP, l'INFP le travail, INFP à la famille, INFP, et le jour où j'ai fait ça, j'ai été bluffé, parce que ça m'a permis, entre autres, de comprendre pourquoi j'étais complètement inadapté au monde de l'entreprise salariée. Un ours. Voilà. D'accord, le côté ours. Okay. Ours créatif. Donc la forêt. Parce que ça, c'est Xavier qui l'a amené. Donc on voit très bien le côté ours, voilà, peut-être qu'il vit dans la forêt, je sais pas. Il a le vert. Arnaud le vert. D'accord. Donc c'est venu au fur et à mesure, le fait de la dimension de s'aider soi-même est venu finalement, c'était pas à la source, mais c'est arrivé un peu progressivement dans ton cheminement. Oui, parce que je considère que c'est une dynamique. En fait, ça aussi, le fait de m'être intéressé au zen, un peu au bouddhisme, où je me suis rendu compte que dans notre société occidentale, moi qui suis chef de projet et je visais des états statiques, en gros, voilà, il faut arriver à telle date, à telle chose, alors qu'en fait, la vie, c'est une succession. Enfin, c'est pas une succession d'états statiques, c'est plutôt une dynamique. Donc, quelque part, ça s'arrête jamais. Donc, oui, ça m'apporte, j'apporte, enfin, ça s'arrête jamais. Arnaud, est-ce que tu veux compléter ce que tu avais commencé à dire par rapport à ça ? Par rapport à la dynamique qui m'animait, enfin qui m'anime toujours d'ailleurs, il y a une notion de partage aussi, ouais. Une notion de partager ma vision de la vie complètement qui est différente de ce qu'on voit un peu partout, que ce soit dans la thérapie, mais il y a aussi dans le monde de l'entreprise, de voir qu'en fait c'est un peu dire la vie ça fonctionne pas comme ça.
c'est pas genre, j'ai pas envie de poser des nouveaux dogmes parce que ce serait encore enfermant, mais d'ouvrir à un truc du genre, c'est proche de on crée sa vie, voilà, proche de on est vraiment à partir du moment où on se sent complètement responsable de sa vie, on peut être conscient qu'on la crée. Après, je suis d'accord qu'il y a des limites, quoi. Enfin, ça nous ramène aussi à notre humilité. On va pas créer exactement ce qu'on veut, en tout cas consciemment. Et il y a vraiment cette dimension, moi aussi, qui m'anime, c'est de partager là-dessus, et puis, que ce soit avec des clients, des entreprises ou des particuliers, quoi. Parce que on parle de la vie. La vie, c'est pas limité au domaine professionnel, au domaine amoureux, ou enfin voilà, tout ça, chacun le vit dans sa vie. Et je voulais rebondir sur une chose, c'est que tu as dit qu'on ne pouvait pas s'engager dans cette voie, donc selon toi, à un moment donné, si on ne plonge pas en soi-même, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, si à un moment donné on ne va pas se regarder soi-même. Ouais. Ça, je pense que c'est une question qui est quand même cruciale. Ouais. Est-ce qu'on peut s'engager dans cette voie de l'accompagnement en n'étant pas forcément très bien encore? Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il faut se sentir impeccablement bien dans ce cas-là, pour y aller ou pas? Ah non. Celui qui est, pour moi, c'est non, sinon je l'aurais jamais fait. D'accord. Clairement. Je veux dire, celui qui veut avoir fait c'est le domaine. Ça ramène à la perfection, ça ramène à quoi j'ai entendu? Ego. À l'ego, ouais. Et ça ramène aussi à cette comment on appelle ça, légitimité, en fait. La légitimité. Quand est-ce qu'on se sent prêt? Et d'ailleurs, on revient sur la reconversion, là, même en dehors de toute thérapie, ou à partir de quel moment se sent-on légitime? Et moi, je sais que j'ai fait 0 formation. Enfin, j'ai travaillé sur moi, mais je veux dire, j'ai pas de formation diplômante. C'est-à-dire que quand tu as dit que tu as travaillé sur toi, est-ce que, sans rentrer forcément dans le détail, quel type de... Tu as fait des stages, à l'époque, j'avais fait des stages de shiatsu, de choses comme ça que je n'utilise absolument pas aujourd'hui. Je veux dire, chaque stage, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, oui. Chaque stage, en tout cas, m'a transformé. Et comme c'est mon outil, c'est moi, du coup, évidemment, ça m'a servi. Mais j'ai absolument pas une technique qui me dit ok, telle personne rentre chez moi et je la regarde avec des codes, elle est bleue, elle est rouge, j'en sais rien, des boîtes en fait. Je voulais absolument pas qu'une personne rentre dans des boîtes pour moi. Je voulais que ce soit totalement libre à ce que moi je ressens. D'accord. Xavier, par rapport à la question d'être faut-il se sentir bien soi-même pour... Oui, non mais enfin, je suis entièrement en phase avec ce que vient de dire Arnaud. Si j'avais attendu, pareil, enfin, je serais jamais lancé. Et je sais que c'était un frein en plus de mon côté de me dire ouais, mais t'as encore des choses à régler, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, mais ça fait partie de la démarche. Et je pense que les sages tibétains ou les gens qu'on présente comme ça, oui, ils ont fait un autre choix et certains même ont atteint effectivement des niveaux, je pense, qui ne sont pas accessibles à notre compréhension occidentale, voire même orientale, mais oui, eux, ils pourraient s'y mettre dès que possible, mais ils ont passé leur vie justement à ne pas le faire. Enfin, je suis en train de m'embourber, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a une partie irrationnelle qui dit oui, j'y vais, quoi. Mais je rebondis aussi sur ce que dit Arnaud, sur le fait de travailler sur soi, même si le mot travail peut porter à confusion. C'est pour moi consubstantiel à cette démarche. Moi, quelqu'un qui est dans l'accompagnement et qui a arrêté ou qui n'a pas commencé un travail sur soi, c'est dommage, quoi. Enfin, il y a une telle notion de responsabilité, effectivement. On a parlé de vigilance, mais il y a vraiment une question de responsabilité que l'outil, c'est effectivement, comme tu dis, c'est nous-mêmes. On ne peut pas se permettre, puisqu'on se change soi-même à chaque fois que quelqu'un vient nous voir. Donc ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est affaire de relation, au final. Ouais. Relation à soi, relation à plus grand que soi.
c'est clair. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parce que j'ai l'impression que je t'ai un petit peu coupé au final, non? Non, mais c'était quand est-ce qu'on y va, quoi. C'était ça la question. Hein. Oui. Il y a eu cette question à un moment donné, mais vas-y. Là, on est sur une autre question. Oui, c'était toujours le fait d'être. Est-ce qu'il faut être bien soi-même pour être pour oui, mais y ça aller. ramène un peu. Est-ce qu'il faut être bien Ça soi-même fait partie pour de la question. commencer, Oui, voilà, ça fait partie de. Et est-ce qu'il faut être bien soi-même? Non, mais parce que ce que je veux dire par là, c'est que qu'on peut avoir parfois l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas très équilibrées et qui vont vers ces voies-là. Alors, on a bien compris qu'il s'agit de s'aider soi-même, parce qu'on est dans une affaire de relation. Enfin, en tout cas, j'affiche pas ça, c'est pas une vérité, mais c'est ce qu'on est en train de dire, en tout cas, c'est votre propos. Parfois, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent pencher d'un côté et projeter des choses malgré eux, qui vont être dans des choses inconscientes et qui vont être en face d'un client, d'un patient, et qui vont investir un terrain qui les dépasse complètement et qui peut avoir des... Comment je pourrais appeler ça? Qui peuvent peut-être faire des dégâts. Je ne sais pas trop quel vocabulaire employer, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça arrive. Hein. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. C'est pour ça que la question d'être en équilibre... Alors peut-être qu'on ne devrait pas dire se sentir bien, je sais pas, mais être dans une forme d'équilibre, déjà un minimum d'équilibre. Bah déjà, moi je pense qu'il y a un truc de... C'est vraiment le pourquoi. Si tu fais ça pour être reconnu des autres, pour être aimé, si tu aides l'autre pour qu'il t'aime, tu risques de... Mais généralement, tu auras les bons clients. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune reconnaissance pour toi et qui vont t'arrêter net. Tu vas prendre un feu rouge et tu vas t'arrêter. Et c'est ok. Je pense que c'est... Moi, je pense qu'on a les expériences qui nous sont utiles. Et peut-être que ces gens-là feront beaucoup de dégâts, j'en sais rien. Parce que ça peut être le contraire aussi. Hein. Ils vont recevoir au contraire des gens qui vont exactement rentrer dans le jeu dans lequel ils sont, en fait, et ils se sont mis. Et donc, du coup, le cercle se nourrit. Et à la fois, il y a rencontre de gens qui résonnent ensemble. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin d'être aimé. Et en face, des gens qui ont besoin d'aimer quelqu'un. Ah oui, d'accord. Oui, carrément. Ouais, mais oui, c'est exact. Ouais. Je pense que c'est ça pas... peut aussi, les deux peuvent... Mais carrément, ouais. Je suis d'accord. Donc, alors, on va faire un choix dès maintenant. Voilà, je vais pas oublier de préciser. Effectivement, la question se posait, est-ce qu'on pose les questions pendant l'événement ou à la fin de l'événement? Donc on s'était dit, on penchait pour à la fin, mais en fait, je me dis que ça peut être bien aussi en fait. Ouais, moi, je pense que c'est très, ça me va bien. Donc je vous en prie, allez-y. Le choix d'arbitrer, c'est besoin. Juste le sujet qu'il y avait avant de à quel moment on est prêt ou pas prêt et cette histoire de légitimité que tu as évoquée. Parce que du coup, je comprends bien si on était déjà prêt à quelque chose, peut-être qu'en effet on n'irait même plus parce que c'est aussi un travail sur soi-même en même temps. Mais à quel moment on se sent quand même légitime de travailler en tant que professionnel en quelque sorte, d'avoir des clients et de se faire rémunérer parce que sinon, on a tendance à le faire avec des amis ou à faire ces accompagnements un peu comme ça. Mais à quel moment vraiment on se dit je peux le faire et me faire payer pour ça? Parce que pour moi, ça, c'est pas évident. Et tes amis, c'est des gens que tu aimes bien en général. T'as pas envie d'en faire de mal à tes amis? Non, bien sûr. Ouais. Donc si tu oses le faire sur eux, quelque part, c'est que tu as confiance en ce que tu fais. Ou alors, j'ai pas encore forcément confiance, mais je sais qu'avec eux, je peux le faire sans dommage. Enfin, ils savent que c'est quelque chose comme ça. Comme une forme de marge supplémentaire. Donc je fais un truc, je suis la pro de ce truc. Donc, oui, il y a un côté cobaye. Il y a un côté cobaye, complètement. Et en fait, c'est là où ça ramène juste à... pardon. Vas-y. Mais ça te ramène juste à toi, en fait. Hein. On a toujours appris à être validé. On a toujours appris, ou le système dans lequel on vit, il y a une validation qui vient d'un niveau supérieur. Et tout d'un coup, c'est nous-mêmes qui nous validons. Et ça alors, soit tu as des formations qui sont diplômantes, qui te donnent le droit d'exercer. Ça, c'est cool. Pourquoi pas? Pour moi, les formations, ça sert à ça.
à légitimer quelqu'un. Et il y en a qui vont accumuler des formations, chacun son chemin. Pour la légitimité, du moment qu'on la trouve, c'est ça l'important en fait. Hein. Mais c'est vrai que être dans la position de celui qui se valide, bah, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pas quelque chose de définitif aussi. C'est quelque chose dans l'instant qui peut changer. À certains moments, je vais me sentir totalement légitime, et à d'autres moments, beaucoup moins. Et c'est la vie, quoi. Il n'y a rien d'acquis. C'est toujours changeant, en fait. Tu te dis pas, enfin moi je me dis pas, ce problème-là, c'est bon, je l'ai réglé à vie. Ça s'appelle la mort, en fait. Hein. Un truc qui ne bouge plus, c'est la mort. Néanmoins, je pense que tu vas répondre aussi, mais je voudrais juste quand même votre avis sur qu'est-ce qu'on fait quand même de certaines personnes qui sont dans une forme de déséquilibre et qui se lancent à corps perdu dans cette voie. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà. Parce que, comme on dit, on se valide soi-même. Donc, c'est comment tu te valides, en fait. Comment tu te valides, qu'est-ce qui fait que tu dis, ok, je peux y aller. Donc, ouais, en fait, il y a deux questions en une. Mais peut-être d'abord se dire, ok, voilà, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand une personne franchit une espèce de limite, quoi? Qu'elle projette des choses sur l'autre? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que vous pensez peut-être même que ça vous est arrivé? Est-ce que si ça vous est arrivé, comment vous l'avez géré? Moi, il y a une question sous la question que j'entends, c'est est-ce que la validation par l'extérieur est moins dangereuse que la validation à l'intérieur, par l'intérieur? Et c'est grosso modo, ce que tu décris, c'est un truc qui, admettons, ne pourrait pas exister dans un système de validation extérieure. Chose qui est complètement fausse. Je veux dire, tu as des formations diplômantes, encore une fois, tu as des gens qui ne sont pas équilibrés et qui vont exercer. Donc ça se passe déjà. Et le fait que tu as des gens qui vont s'auto-légitimer, ça ne va pas augmenter le phénomène. Pour moi, ce n'est pas une formation qui va faire de quelqu'un de bien. Déjà encore, c'est un terme à définir. Mais ça ne va pas augmenter le phénomène. Culture française aussi. Dans la culture française, on est très orienté vers les structures externes pour se faire valider. Si tu prends dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est beaucoup moins présent. En France, il faut le diplôme pour faire quelque chose. C'est pas une vérité absolue partout. Mais oui, mot légitimité, effectivement, moi je reprends l'idée maîtresse d'Arnaud, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, c'est tout est dynamique. Rien n'est jamais acquis, quoi. Dans mes activités, j'ai développé une capacité artistique suite à la rencontre au Pérou avec l'ayahuasca. Et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de dire, mais peut-être que ça va disparaître un jour. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vis avec la peur que ça disparaisse ou est-ce que tu fais avec? Et puis peut-être que oui. Peut-être qu'un jour, ça va disparaître. Tout d'un coup, je vais me retrouver en face de mes cailloux peints. Je peins des cailloux. Et il n'y aura plus rien. Ok. Effectivement, c'est à ça que m'a permis, entre autres, d'amener mon chemin. C'est d'accueillir le bon, le moins bon, et la légitimité. Effectivement, c'est s'auto-valider. Moi, j'aime bien... Pour moi, là, ce qui résume, c'est le bébé qui commence à marcher, quoi. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir se mettre debout? Et il apprend à marcher en marchant. Et la légitimité, elle vient aussi au fur et à mesure. Mais toujours avec une prise de recul. Moi, j'estime que, mais c'est que mon avis, je suis en permanence supervisé. C'est-à-dire que je continue avec un thérapeute, une thérapeute, en tout cas, pas forcément toutes les semaines, mais avec quelqu'un qui m'apporte un regard extérieur et qui m'aide à la fois sur ma pratique et à la fois donc d'accompagnement et à la fois sur ma pratique d'explorateur. C'est-à-dire que pour éviter justement, je sais qu'il y a quelqu'un qui me connaît et qui peut m'aider déjà, pour moi c'est de la médecine de confort, clairement, comme un massage pour le corps. C'est pourquoi je vais me faire chier à être face à moi-même avec éventuellement mes questions. Et là j'ai quelqu'un qui va m'aider à avancer et éventuellement sur une situation donnée professionnelle, dire tiens, et m'apporter un autre regard. Et là encore, pour moi, c'est encore le lien qui intervient, quoi. Après, on pourrait se dire oui, mais si la thérapeute avec qui je suis, elle est aussi barrée que moi ou aussi cinglée, mais voilà. Après, tout est alchimie, quoi. Tout est
quelle personne on attire, quelle personne résonne, quelle personne... Mais en tout cas, marcher en marchant, moi je crois beaucoup à ça, à partir du moment où... Alors, là aussi c'est des termes techniques, mais on est à minima ancré, quoi. On sait que dans nos secteurs, et à partir du moment où on commence à côtoyer certaines formes de réalité, c'est plus sympa d'être à discuter avec des anges ou je sais pas quoi effectivement qu'à payer ses factures à la fin du mois. Moi je pense que si on me demandait, et si Laetitia par exemple me demandait hey, c'est quoi ta priorité aujourd'hui quotidienne par rapport à cette pratique, c'est l'ancrage, c'est les pieds par terre, quoi. Au-delà de toutes les formations, de tout, c'est ça, quoi. Le reste, voilà, je peux aller en stage, mais d'abord c'est est-ce que je sais me faire à manger, est-ce que je sais me lever, est-ce que je sais... Ah oui, donc c'est vraiment basique, parce que moi je pensais que tu allais parler d'autres choses... Non, c'est basique. Vraiment, d'accord. C'est basique. Quelle est ma relation à l'argent? Ça avance. Enfin voilà, moi j'apprends en avançant, quoi. Ouais, ça aussi c'est un thème. Comme pour le forgeron, on lui donne un diplôme, il est forgeron, et on dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Donc en gros, même si on se sent capable de faire ce qu'ils font, avec la pratique, ils deviendront meilleurs. Même s'ils sont déjà bons, ils deviendront que meilleurs. Ah bah c'est clair. Enfin, et puis meilleur... Oui. Meilleur, pas forcément. Parce que meilleur, ça veut dire... Comment? Plus expérimenté. Ouais, mais... Je dirais plus juste. Ouais, j'aime bien le terme juste. D'essayer d'être le plus juste possible. Dans ses défaillances aussi, pire des fois. Moi j'ai un doute. Je sais pas, quand tu accompagnes quelqu'un, si t'es là ou si t'es là, enfin autrement dit, tu peux être plus proche de ce que vit la personne. Du coup, tu seras moins expérimenté que l'autre, mais tu seras plus à même de l'accompagner. Je sais pas comment. J'y vois pas forcément l'expertise. Demain, je serai différent d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais la notion de meilleur, non, j'y crois pas. Est-ce que cependant, parce que vous parlez quand même d'auto-validation, voilà, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois. Est-ce qu'on peut quand même parler de critères d'auto-évaluation ou pas? Est-ce qu'il y a des petits trucs verts qui s'allument à un moment donné? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs verts qui peuvent s'allumer en fait par rapport à votre pratique? Ou des trucs rouges. Ou rouges, tout à fait. C'est l'état intérieur déjà de base. Pour moi, c'est cette notion de justesse et de cohérence. Alors, on va me dire, ouais, c'est bien gentil, mais ouais. C'est une sorte de stabilité. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui est... je me sens à ma place et à l'instant. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'imaginer le futur ou de réfléchir au passé. Et quand je me sens dans cet espace-là, en séance, et en particulier après la séance, après, effectivement, ma tête essaie de voir pourquoi je suis dans cet état-là. Et en général, je me sens à ma place à cet endroit-là, quoi. Donc c'est plus une justesse, et puis qui vient, à mon avis aussi, de comment la personne elle est partie, comment elle s'est sentie, ce qui a pu se passer pendant la séance. Exemple, moi j'utilise entre autres la parole, et à un moment donné, la personne elle s'arrête et puis elle me dit j'avais jamais vu les choses comme ça. Je dis ok. Je continue, mais je sais que ça c'est des petits endroits où à un moment donné j'ai pu accompagner la personne éventuellement à tout d'un coup regarder sa situation sous un angle différent. Et je ne sais pas ce qu'elle en fera. Ça, c'est clair que ça lui appartient avant tout. Mais voilà, donc c'est plus des voyants. Et les voyants rouges, si il peut y en avoir, c'est que je suis moi extrêmement vigilant sur la notion de projection. C'est-à-dire comment l'émotion de la personne qui est en face de moi va éventuellement résonner avec moi, ou tiens, pourquoi tout d'un coup dans sa posture il y a quelque chose qui vient me titiller. Là alors c'est des voyants rouges plutôt orange de vigilance, parce qu'on est tous humains et a priori, et donc dire oui, moi je ne parle jamais de moi et je suis complètement ouvert à la personne, ça c'est la théorie. Dans la pratique, forcément, je parle d'où je suis et la personne parle d'où elle est. Et je considère toujours qu'il y a trois personnes, il y a trois entités dans une rencontre. Il y a la personne, moi et ce qu'on crée entre les deux, quoi. Arnaud? Ouais.
Sur les critères. Ouais. Et sur les critères, moi j'ai juste envie de revenir sur la légitimité justement. Ça en fait partie de toute façon. Quand est-ce qu'il y a cette bascule? Je crois que la bascule elle vient aussi quand on accepte que son manque de légitimité, son côté complètement illégitime. Tu vois, la légitimité ça existe par rapport à l'illégitimité. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre en fait. Et quand tu commences à accepter d'être légitime parfois, illégitime parfois, mais c'est dans le corps que ça se passe. Enfin, chez moi, c'est dans le corps que ça se passe. C'est comme tout sentiment. À un moment, c'est de se laisser traverser par c'est comment je me sens quand je me trouve beau, quand est-ce que je me sens quand je me trouve laid, comment je me sens. Et c'est comment je me sens quand je suis légitime, quand je me perçois comme légitime, quand je me perçois comme illégitime. Et c'est en fait, il y a un truc de vouloir avoir que les bons qualificatifs, quoi. De ne vivre que ça, d'avoir cette vie-là. Et vraiment, c'est la vie, c'est l'intégralité. Et on commence à retrouver tout son pouvoir, dans la vie, quand on commence à accepter d'être les deux, quoi, en même temps. Totalement les deux. Et c'est pas... Parce que sinon, on commence à éviter les situations dans lesquelles on va vivre, par exemple, son illégitimité. Et du coup, on va pas se lancer, évidemment. Parce que si on se lance, ça veut dire qu'il y a les deux options qui sont là. Certains jours, certaines minutes, tu te sentiras légitime, et d'autres moments illégitimes. Et donc, dans la vie, tu vas avancer sur un chemin où tu espères ne pas tomber sur une mine, quoi. Alors que si tu acceptes ce qui se passe, et ce qui se passe, ça veut dire accueillir l'instant présent, hein, on parle que de ça, en fait. Hein. Ouais. J'entends bien ce que vous dites. Par contre, dans l'accompagnement, il y a l'autre aussi. Ouais. Et c'est ça qu'on est en train d'interroger. J'entends bien Xavier qui parle de sa propre position et quand ça clignote, quand l'autre lui renvoie quelque chose. Mais je l'entends pas dans votre discours et c'est ça qui m'inquiète un peu quelque part. D'accord. Moi, je vois que ça vous inquiète pas. Moi, ça m'inquiète pas, mais... Oui, non, mais justement, c'est bien pour ça que c'est intéressant. Mais... Moi, la seule chose que je vois chez vous, c'est moi. La seule chose. Je ne peux pas voir autre chose que moi. Et ça, c'est mon principe de base. C'est que celui qui me dit qu'il ne fait pas de projection, c'est qu'il y a un truc que je n'arrive pas à capter. Voilà. Le travail qui consiste à aiguiller l'autre en fonction d'une position qui serait en dehors de moi, presque, si j'étais cette personne, je devrais me mettre en dehors de moi pour pouvoir aiguiller l'autre. Je ne peux pas faire ça. Je peux juste être moi. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond un tout petit peu. Ouais, ça ouvre autre chose. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose à ce niveau-là? Ouais, on n'a pas parlé d'un truc. On n'a pas parlé de la joie. Alors, on a parlé. Peut-être que on va peut-être y venir, parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que vous tentiez de donner une définition à ce que vous faites. Alors, vous pouvez peut-être rentrer dans le détail de c'est quoi votre... Appelons ça une méthode, c'est quoi la forme de l'accompagnement, c'est quoi votre truc à vous au final, quoi, vous passez par quel canal, par quel médium. Donc voilà, vous pouvez aller dans la description, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais aussi que vous le définissiez, en fait. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi pour vous accompagner? Parce qu'on dit accompagner, parce qu'il faut bien donner un terme générique pour tout ça, et je dois dire que j'étais hyper embêtée. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais je ne savais même pas quel mot mettre dessus. Alors, vous avez des mots? Des mots génériques, non. Je ne vais pas en trouver d'autres. Après, des mots spécifiques, ouais. Mais décris déjà, si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu fais, toi, Arnaud? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dirais, c'est débloquer. Voilà. C'est débloquer, c'est fluidifier, c'est... En fait, la vie, c'est un processus de transformation. Il y a des moments où on se sent plus bloqué qu'à d'autres moments, quoi. C'est tout simple. Et donc, ça va être de débloquer ce qui a besoin de l'être, de reconnaître, de mettre en conscience ce qui a besoin de l'être. Et puis, il y a ce qui peut passer à travers les mots, et puis il y a ce qui passe dans l'indicible. C'est pour ça que
j'utilise à la fois ce que je ressens, c'est-à-dire une clairvoyance pour parler avec les gens et voir les sujets qui sont dessous les sujets abordés. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la clairvoyance ? On va dire qu'il y a ce dont je suis conscient, il y a ce que mon conscient peut traiter et il y a ce que mon inconscient va traiter quand il va rencontrer quelqu'un. Et ça va être une forme de... La personne va arriver et il y a des choses que je vais ressentir. Alors je mets clairvoyance, mais je pourrais dire... là aussi, moi, je suis un peu à manque de mots. C'est... Qu'est-ce que je pourrais dire mon intuition. Je pourrais dire mon intuition. Voilà. Peut-être que ça passerait mieux. Mon intuition. Ok, je vais capter la personne. Mais ça ne veut pas dire que je vais la capter dans son ensemble, encore une fois. Je vais la capter par rapport à ce que je vis, à ce que je suis en ce moment, ce que moi j'ai besoin de capter. C'est là où, en fait, il y a un espace où, pour moi, je ne crois pas au hasard, déjà. Donc, la personne et moi, on a un truc à régler. Pas un truc... on a un sujet commun. Et donc, c'est là aussi où j'accepte de plonger complètement dans l'expérience de l'autre et à un moment d'aller retirer en fait l'essence de l'essence de la problématique en fait. Et en mettant en voyant ce qui bloque en fait, hein, parce que à partir du moment où on accepte qu'on est 100% responsable de sa vie, on a aussi toutes les clés en soi. Donc en débloquant la personne, elle débloque sa vie, mais n'empêche qu'il y a des trucs qui peuvent passer par les mots et il y a des trucs qui ne peuvent pas passer par les mots. Et ça, d'expérience, il y a des situations que j'ai débloquées et j'ai franchement pas fait exprès de les débloquer. Donc il y a les mots et il y a l'énergétique. Voilà. C'est ce que j'utilise. Donc l'énergétique, c'est... L'énergétique, encore une fois, c'est pas des soins que j'ai appris. L'énergétique, c'est venu à moi il y a 15 ans à peu près. Et les soins à proprement parler, c'est venu il y a 5-6 ans. Et là, je me suis... En fait, au même titre qu'un artiste qui peint une toile, et ben voilà, je peins dans l'éther. Quoi. On peut dire un peu ça, comme ça. Voilà. Et je ne suis pas des trucs avec des chakras ou des choses comme ça, ou des méridiens énergétiques. Tout ça, je les ai appris. Donc, quelque part, ça fait partie de moi aussi. Mais c'était quelque chose, je ne voulais pas me cantonner à ça. Je ne voulais pas que ce soit, encore une fois, que l'être humain soit dans une boîte. Il y a vraiment cette notion. Pour moi, on est là pour inventer. Et si on se fie à ce qui a déjà été fait, on peut faire ça et c'est ok. Je dis juste que c'est pas ma voie à moi. Voilà. C'est de réinventer ce qu'on n'a pas encore inventé. Voilà. Définir, hein, c'est ça. Alors oui, c'est ça, c'est définir ta pratique. Si tu le souhaites, si tu veux aller un peu plus dans la description de tes outils, de ce que tu utilises. Et en même temps, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ça ? Qu'est-ce que toi t'appelles accompagner en fait ? Voilà, peut-être. Alors, effectivement, en 2009, quand il a fallu remplir le questionnaire auto-entreprise, je me voyais pas en tant que magnétiseur. Enfin, il y avait quelque chose qui pour moi, là, c'est pareil, j'avais cette même problématique d'être limité à une terminologie, à quelque chose. Donc du coup, moi ce qui m'est apparu, c'est l'activateur d'énergie, parce que je considère qu'on se guérit soi-même, si tant est qu'on est à se guérir, et que l'idée c'est plutôt d'accompagner, contribuer à accompagner l'activation ou réveiller les propres processus de guérison, d'auto-guérison chez les personnes. Toujours, je rajoute toujours, si tant est qu'on ait quelque chose à se guérir. Parce que c'est toujours pareil, c'est une question de référentiel. Mais moi, vraiment, ce qui m'a mis en mouvement, ça a été ça l'est toujours. Donc, je suis dans une démarche très responsabilisante. Ce qui fait que les gens, il y a des gens qui viennent une ou deux fois, ou je ne suis pas du tout dans un protocole, il faut venir toutes les semaines, etc. Donc, c'est ça, c'est accompagner la personne sur un morceau de son existence, comme deux extraterrestres qui se rencontrent sur une planète, au hasard, entre guillemets. On va mettre des guillemets partout, mais bon, bref. Et pourquoi la personne, elle prend rendez-vous avec moi, et pourquoi c'est moi, et pourquoi à ce moment-là, et pourquoi je suis dans cet état-là, etc. Après, je fais confiance, de toute façon, à
à ce qui me dépasse. J'ai beau être ingénieur en informatique et avoir aussi fait des études dans les chiffres, etc. Plus j'avance et plus je considère que je m'inscris dans un tout et temporel et autre. Après, les gens l'appellent Dieu ou l'appellent la source, ou chacun a sa dénomination. Mais moi, c'est ça. C'est donc de remplir ma place et de tenir mon rôle que j'ai choisi. C'est pas quelqu'un a décidé pour moi d'eux. Et de le faire du mieux possible. C'est comme ça que je le sens. Donc, il y a une partie, je fais, et une partie, je laisse faire. Ça va être 2 tiers, la séance classique de 50 minutes, c'est 2 tiers verbal en général, parce que nous sommes des êtres parlants et qu'on a besoin de la parole pour créer le lien. Et puis que je fonctionne aussi à l'intuition sur les questions. Donc je dis toujours aux personnes, vous, c'est auberge espagnole, je ne dis aucune vérité, ce qui me permet de moi éventuellement de dire ce qui me passe par la tête, mais en aucun cas ce que je vous dis c'est une vérité. Soit ça résonne pour vous, soit ça résonne pas, soit ça résonne maintenant, soit ça résonne plus tard. Et donc ce début, il est en particulier pour créer ce que j'appellerais la première phase du lien humain, parce qu'en Occident, on aime bien parler, quoi. Ça fait aussi partie de ça. Donc à la fois quelque chose de très sérieux, à la fois quelque chose de très en cause, quoi. Et la dernière partie, c'est plutôt sur table. Et là, je laisse faire sur la partie énergétique. Là aussi, je considère que c'était un mot générique. Je pense que ça définit une forme de je sais pas quoi. Tu parlais d'éther, aujourd'hui la science ne sait pas définir, pas encore en tout cas. Les mythologies, elles le décrivent en fonction de chaque religion. Voilà, en tout cas, on va dire quelque chose qui n'est pas palpable ou qui n'est pas visible, en tout cas par la plupart des gens. Moi, je suis kinesthésique, je suis plutôt dans la sensation. Je vois rien de particulier, j'ai plutôt de l'information directe. Et après, je laisse faire. Et puis, alors des fois, c'est vraiment là, les mains vont s'arrêter. Et je suis pareil, j'aime bien la belle image aussi de la peinture. C'est à un moment donné, pourquoi aussi des fois je suis amené à toucher la personne et je préviens toujours la personne. Je suis extrêmement précautionneux entre la distance et le contact parce que dans ces états-là, on est très sensible. Et toujours dans cet esprit, être au plus juste. Est-ce que je veux quelque chose pour la personne ? Voilà. Si, ce que je veux, c'est être à ma place par rapport à ce qu'elle m'a demandé explicitement, parce que je lui fais verbaliser. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et est-ce que je suis OK avec ça ? Et après, pour moi, ce qui est de l'ordre... Qu'est-ce qu'elle attend de moi, mais à un ordre non verbal. Et parfois, le corps parle de lui-même. En tout cas, c'est un peu comme en peinture. Moi, j'ai pas les visions. Je ne représente pas des visions. Je laisse les mains... Ce sont les mains qui ont les visions et qui peignent. Et pour moi, l'énergie, c'est un peu ça aussi. C'est des mains qui vont se déplacer et je laisse le corps se déplacer, ou à la tête, aux pieds, etc. Et il y a une partie de moi qui, clairement, par rapport à la question de légitimité, des fois, il dit, mais tu as un diplôme de Bac+5 en informatique et tu fais un appel aux directions, par exemple, avant de faire une séance. Donc il y a 2 parties de moi qui, à une époque, auraient pu être complètement en contradiction, à dire et OK. Et aujourd'hui, pour moi, c'est OK. Il y a quelque chose qui, justement, commence... danse. Moi, j'aime bien le terme de danser aussi. Et la vie est une grande danse, quoi. C'est une danse avec l'autre, avec soi, avec... Donc, ouais, je pourrais définir aussi, l'idée, c'est de danser avec l'autre personne, avec l'autre au sens individuel quand c'est individuel et au sens groupe, parce que je fais aussi des groupes. Et j'utilise aussi des techniques donc, de déclenchement de transe en respiration holotropique, ça peuvent connaître certaines personnes, où là, on va aller dans des états vraiment puissants de lâcher prise. Et moi, mon rôle à ce moment-là, il est d'être avant tout un pilier, un gardien du cadre et un pilier. Alors, pour l'anecdote, il m'arrivait, bon là, j'ai participé à un festival de psytrance en Hongrie. Il s'est trouvé dans le campement, il y a une nana qui est partie en ce qu'on appelle en bad trip. Elle était sous substances, diverses substances. Il s'est trouvé que j'étais là et que je me suis senti appelé par ça. Et bon, voilà, je l'ai accompagné 1 ou 2 heures à traverser ça, alors qu'elle hurlait, etc. Voilà. Moi, mon rôle, c'était... l'émotion revient avec, mais c'est pas grave. Ça fait partie justement de la sensibilité. Et voilà, je sais pas ce qu'elle vivait, mais en tout cas, moi, mon rôle, c'était d'être là et de lui dire oui, c'est OK, tu vas pas te dissoudre, tu vas pas mourir, Elle pouvait se secouer, hurler, tout ce qu'elle voulait. Voilà. Mon rôle, c'est d'être là et de pouvoir aussi accompagner des gens qui parlent
de tentative de suicide toutes les 2 phrases, etc. La vie, la mort. Voilà. Donc à un moment donné, c'est offrir ce que je suis, sans oublier qui je suis. Aussi, parce que la légitimité, ça vient aussi parler à ces endroits-là. Ouais, un truc que je voudrais rajouter, en fait, qui est peut-être dessous la question, mais tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'est la responsabilité, en fait, du thérapeute. Il y a la légitimité, donc là, c'est à quel point je me sens prêt, quoi. Mais il y a un côté responsabilité, parce que j'ai une personne en charge. Et Xavier disait, ok, là, je suis le pilier. C'est vrai qu'il y a une notion de rassurer, d'être là pour l'autre, mais je ne peux pas souhaiter quelque chose pour l'autre. Vraiment. Je peux l'accompagner dans son processus, mais c'est tout ce que je peux faire. C'est un moment, je peux l'accompagner dans son processus, et est-ce que je vais le faire vriller, en fait? Ça peut aller jusqu'à là, la notion de responsabilité, quand ça devient... Ça peut d'ailleurs être un gros blocage dans le fait de se lancer, la responsabilité. Et c'est vrai que c'est pas une question qui m'anime profondément. Enfin, je veux dire, je me sens pas déconnant à ce niveau-là. Et moi, c'était plus le truc de légitimité. Mais on a chacun, quand on se lance, on a chacun ses blocages majeurs, quoi. Et l'autre n'est pas une chose, non, l'autre est l'autre, et l'autre, on avance ensemble. Et il y a cette notion aussi d'avancer, de se mettre là, quoi. C'est plus l'heure du truc académique, pyramidal, qui dit ok, moi je suis là et je vais t'enseigner à la vie. Non. C'est moi, je suis là, toi t'es là, ou l'inverse, et on va commencer la séance, on va se mettre là pour pouvoir pleinement échanger ensemble. Et c'est vraiment hyper important, ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire à une personne je ne peux pas aujourd'hui, ou vous, en tout cas, ça ne sera pas possible. Qu'est-ce qui détermine ça? Déjà, toi, tu avais un parti. Oui. En cours de séance, c'est la sensation que c'était non, quoi. C'était en général l'intuition, elle arrive et des fois ça bloque. Mais bon, j'ai aussi mes propres aides. Et là, c'était non. Et je me réinterrogeais intérieurement. C'était non. Donc c'est une espèce de... Parce que ça peut sembler un petit peu, très abstrait comme ça. Totalement parce que c'est un état intérieur. C'est un état intérieur. C'est quelque chose que tu ressens. Ouais. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que ça prend un certain temps? Est-ce que et pourquoi profondément il y a ce non? Est-ce que non, justement, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez revenir par la suite. C'est pas possible de se dire cette personne, je n'ai pas pu l'aider et je ne pourrai peut-être jamais l'aider pour ces raisons-là. Moi, il n'y a pas forcément pour toujours ou jamais. C'est à l'instant T, c'est non. Mais et tout en apportant le corollaire de dire c'est pas parce qu'avec moi je dis non que quelqu'un d'autre qui aura une autre pratique pourra ne pas vous aider. J'ouvre immédiatement par rapport à ça, parce que pour moi oser dire non, ça veut dire quelqu'un est venu à demander de l'aide et je lui dis non. Et là, c'était en cours de séance. Pour moi, il est hors de question de le lâcher. C'est une question là aussi de responsabilité. Mais là, clairement, moi, je sentais qu'il y avait alors pareil, des énergies, ce terme entre guillemets, mais je ne rentrerai pas en détail parce que pour des raisons de confidentialité, mais je sens que c'était pas mon... C'est-à-dire que si j'avais voulu faire quelque chose, il fallait que j'aille loin et que je sentais qu'on n'était pas dans cette ouverture. En gros, sans rentrer dans les détails, c'était un père, une fille, et des fois, qui est-ce qu'il faut soigner, quoi. Ou en tout cas, quelle est la personne qui vient se soigner et quelle est réellement là où vous sentez qu'il pourrait y avoir une nécessité d'intervention. Et là, je dis, là, non. C'est-à-dire que je veux pas... Justement, là, c'est une question de, comme tu disais, non, de vouloir quelque chose à la personne. Je n'ai pas d'ingérence à faire, même si je sens quelque chose fortement. Si des personnes, elles sont prêtes ou pas prêtes, là, ça leur appartient avant tout, quoi. Là aussi, si je peux rebondir là-dessus,
s'il y a un blocage à un moment donné, qu'effectivement on ressent le fameux non, peut-être c'est parce que l'autre personne, en fait, elle n'est pas prête non plus. Il y a des gens, des fois, ils viennent pour être guéris, pour traiter un problème, mais au fond, elles ne sont pas prêtes à débloquer. Il y a un blocage, et elles ne sont pas totalement prêtes. Et c'est ce qui crée, en fait, ce blocage peut-être. J'ai vu qu'il y avait une autre question par là, mais peut-être d'abord, Arnaud, est-ce que tu veux répondre à cette question de je ne peux pas aider aujourd'hui, je ne suis pas en capacité d'aider une personne. Ouais. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aidé dans des endroits où la personne ne m'avait clairement pas demandé. Clairement pas demandé, c'est-à-dire j'ai pas fait de l'ingérence. Il y a des choses qui se sont passées sans que ni elle ni moi ne le décidons. Mais ensuite, je ne peux pas aider quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'être convaincu. Quelqu'un qui a besoin de quelqu'un avec une baguette magique. Quelqu'un qui veut que sa vie change sans changer lui-même. Et ça existe. Et je veux dire, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, clairement, je ne peux pas les aider. Et donc, oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une séance avec une personne. Et j'ai donné mon max, quoi. Et puis ensuite, je voyais que ça allait nulle part. Donc, ça s'est arrêté là, quoi. Mais sinon... Est-ce que vous pensez que tout le monde doit être, je vais utiliser les guillemets, guéri? C'est Jean, d'accord. Je vais répondre. Est-ce que vous pensez que tout le monde doit être guéri? Entre guillemets, guéri. Ouais, mais... Ou a besoin. Et qu'est-ce que tu mets derrière les guillemets de guéri? J'utilise les guillemets qui ont été utilisés avant. Oh non, tu vas pas jouer à ce jeu-là. C'est quoi? Le mot guéri. Alors, qu'est-ce que c'est que ces guillemets? Bah, c'est peut-être moi qui ai parlé beaucoup des guillemets, donc je vais me permettre de commencer la réponse. Moi, je trouve qu'on voit la vie, les maladies, tout est quelque chose de très binaire. C'est-à-dire que il y a un état normal et un état pas normal. Il y a un état où on est sain et un état où on est malade. Il y a un état où on doit être guéri, un état où on est guéri. Et là encore, ça vient heurter ma sensation personnelle que tout est dynamique. Que oui, moi j'ai peut-être 36 cancers à l'intérieur de moi, comme la plupart des gens autour. Mais sauf que mon corps aussi, il sait les générer, il sait s'en débarrasser, parce qu'il y a des mouvements à l'intérieur de nous qui fait que oui, on génère des choses, on régénère. Voilà. Et puis, alors après, j'aime bien retourner aussi ce terme en disant, si thérapeute, c'est guérir les gens, et que guérir, ça veut dire devenir soi-même, alors oui, je veux bien aider les gens à guérir. Dans ce sens-là. Mais moi, ce qui me gêne dans le mot guérir, avec vraiment les guillemets, c'est il faut se guérir de quelque chose. Ça m'est arrivé une fois d'être contacté, j'étais dans mon autre boulot à Paris par une famille qui demandait une intervention dans un hôpital pour leur maman, qui avait fait une très mauvaise réaction à la chimiothérapie. Je me suis dit, il faut que je rentre de Paris, que je reprenne ma voiture, c'était loin, etc. Je dis, mais pour qui je le fais, quoi? Bref, ça s'est fait, j'ai repris ma voiture, il y avait 3 quarts d'heure de route après la gare de Nancy, parce que je suis de Nancy. Et j'ai su 5 jours après que la personne était décédée, mais qu'ils avaient réussi à reprendre contact avec elle. Je me suis dit, mais qui s'est guéri? Est-ce que rester en vie, c'est se guérir? Ouais, il y a aussi, guérir de la part de quelqu'un. On m'a déjà demandé ça. Est-ce que tu peux faire un soin à cette personne? Et ça, c'est un truc auquel je touche pas, quoi. Mais c'est quand même des demandes qui sont... Vous avez compris? Oui, sur la demande de la personne. Sur l'accord de la personne. Sur l'accord de la personne, ouais. Ou des enfants, des parents pour des enfants. Des choses comme ça aussi. C'est après, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais bon, il y a ça aussi qui se passe. Voilà. Mais du coup, je vais quand même reformuler ma question. Est-ce que vous pensez que tout le monde aurait besoin Est-ce que vous pensez que tout le monde aurait besoin de services, en fait? Ou est-ce que vous pensez qu'il existe des personnes qui sont complètement en accord avec elles-mêmes? Ça vient de chaque personne. On vient vers vous. Oui. Des personnes demandent quelque chose. Donc si tu demandes rien,
Est-ce qu'on a tous quelque chose à soigner, quoi? En gros, c'est ça. Est-ce qu'on a tous quelque chose à aller voir au fond de nous? Moi, je pense que si tu es attentif dans ta vie, tu vis, quoi. Tu vis, t'es pas obligé d'aller... En fait, quand est-ce que tu vas voir... grosso modo, quand est-ce que tu vas voir un mec comme moi ou un mec comme Xavier? Ben, quand t'es frustré, en fait. Quand ta vie, il y a beaucoup de frottements, et puis il y a un moment où tu te dis... merde, j'ai déjà essayé plein de choses et il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Mais dès lors que cette frustration atteint un seuil plus tolérable. Mais en dessous de ça, voilà. Moi, je vais pas voir très souvent de thérapeutes, je vais voir de temps en temps des coachs ou quand vraiment ça commence à me faire. Moi, je réutiliserai le terme exploration. Parce que finalement, il y a toujours à explorer. Enfin, déjà, géographiquement, notre planète, on l'a pas encore complètement explorée. Alors nous-mêmes... donc après, je pense que c'est une question de... Soit effectivement on y est acculé, parce qu'on est au fond, parce qu'il y a une maladie, parce que, etc. Soit, c'est ce que j'ai mis, d'ailleurs quand j'ai reformulé mon site, soit les personnes qui vont pas bien, où il y a vraiment quelque chose, soit les gens qui cherchent. À un moment donné, et on cherche, et on peut tourner en rond dans une pièce carrée, quoi. Et puis à un moment donné, donc c'est pour ça, moi, en tout cas dans mon approche tempérée, c'est pas forcément, on n'est pas acculé, mais il y a quelque chose qui vient titiller et qui se dit... je n'arrive pas à trouver quoi, quelle technique, quelle personne, mais il y a quelque chose qui me pousse à sortir de chez moi et à aller demander. Et puis c'est voilà. Ouais, c'est clair. Ça répond. Ouais. Oui, en fait j'avais juste une question. Comme on a pu le voir, l'émotion elle est très présente dans vos professions. Est-ce que ça, pour revenir au blocage, est-ce que ça vous est déjà bloqué ou est-ce que vous vous nourrissez vraiment de vos émotions pour, je veux dire, aider, pour accompagner l'autre? Parce que pour moi, l'émotion, moi, ça va me déstabiliser. Dans ma tête, le premier truc qui va venir, c'est d'être déstabilisé. Et vous, est-ce que ça vous déstabilise ou est-ce que vous nourrissez de ça? Ouais, ok. Déstabiliser, non mais c'est un thème central moi dans ma vie, d'accueillir de plus en plus, de m'agrandir quasiment, pour laisser passer, parce que pour moi les émotions c'est vraiment un flux énergétique, quoi. Moi je le vois comme un flux énergétique du bas vers le haut, mais voilà, c'est une métaphore, hein. Enfin c'est un peu comme ça que je le vis moi personnellement, et ça me traverse et ça vient faire des tremblements de terre en fait, à l'intérieur. Et il y a vraiment deux postures, c'est qu'à certains moments de ma vie, ça va complètement, ou certaines heures m'emmener, quoi, mais dans ces moments-là, je suis pas en séance. Et la majorité du temps, c'est voilà, accepter que le tremblement de terre est en train de se passer. Autrement dit, que l'illégitimité, par exemple, peut être là, que tout un tas de choses peuvent être là, mais ça passe, quoi, ça passe. Parce qu'à un moment, j'ai décidé d'arrêter de vouloir tenir, quoi. J'ai décidé d'abandonner la partie, en fait. De m'abandonner dans ce flot. Et si j'essaye, en effet, de me raccrocher, de me rassurer, etc., c'est là que ça, tout d'un coup, il y a une possible vrille, quoi, qui peut se passer. Je voudrais, par rapport à votre question, moi, c'est le don divin, quoi. L'émotionnel, c'est waouh. C'est presque comme s'il y avait une accélération, j'aime bien le terme, l'accélération de la circulation, quoi. Moi je dis les doigts dans la prise, quoi. Et par contre, c'est justement de l'accueillir pour qu'elle circule et ne pas la bloquer pour pas me faire submerger. C'est un peu comme dans la peur, dans les états de respiration holotropique, on peut aller loin dans certaines émotions, dont la peur. Si on a peur de la peur, effectivement, là, ça va y aller, quoi. Alors que si on accueille, comme dit Arnaud, si on accueille, voilà, les pleurs, les rires, mais avec toujours cet accueil, avec aussi cette bienveillance, enfin, c'est tout un mélange. Mais pour moi, c'est de l'or en barre, quoi. C'est que ce soit des pleurs émotionnels de tristesse ou de joie.
mais je suis vivant, quoi. Si tant est qu'on ait besoin d'une preuve, qu'on soit en vie, c'est je sais encore pleurer, je sais encore rire, je sais encore sentir des choses. Et, waouh. Et puis, pendant longtemps, ça m'a plutôt handicapé. Je l'ai senti comme un handicap d'être le gamin chialeur à l'école, etc. Où je pouvais, dès le plus jeune âge, j'étais vraiment très sensible. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en fait non, c'est juste que je ressens, quoi. Effectivement, c'est peut-être plus... Alors j'ai construit pendant toute mon adolescence, mon enfance, effectivement des barrières, des carapaces. Et tout le boulot, maintenant, c'est de les enlever avec bienveillance et gratitude. Parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je développe une série de stages avec un ami en Suisse pour les jeunes. Donc respiration anthropique, donc amener des jeunes en transe à partir de 16 ans, 16-18 ans, sur des petits groupes. Parce qu'il n'y a pas encore toutes ces couches qu'on a, quoi, d'adultes. Ça va leur coûter nettement moins cher en développement personnel. J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions. Puisqu'en fait, moi j'aurais une dernière question à poser. Et une fois que notre table ronde sera terminée, j'ai oublié de le préciser aussi avant, je suis un petit peu partie trop vite. Il y a donc Xavier et Arnaud qui proposeront un soin énergétique collectif, on va appeler ça comme ça. Ça se passera dans le bar à sieste à côté, donc vous êtes tous invités, vous êtes libres de participer ou pas. Voilà, donc s'il y a des questions... Oui. Je me suis demandé, en fait, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai toujours cherché du soutien quelque part à droite, à gauche. Et à chaque fois, je me demandais quelle est la meilleure personne, en fait, pour la situation particulière. Et à chaque fois, c'était quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'en fait, pour moi, l'accompagnement personnel, en fait, chacun peut le faire et va être spécialisé ou bon dans quelque chose en fonction de la situation de la personne et de la personne elle-même, etc. Et du coup, ça pose la question de l'accompagnement personnel, en fait. Mis à part le fait que certains en font leur métier, comme vous, ils veulent gagner leur vie, etc. Mais finalement, c'est une activité qu'on devrait répandre partout pour ceux qui ont un don pour ça, pour accompagner dans certaines situations, qu'ils puissent le faire. Ouais. Et donc, est-ce que peut-être une mission supplémentaire des accompagnateurs, c'est en fait de créer des capacités d'accompagnement chez la grand-mère, chez n'importe qui en fait. De générer des capacités d'accompagnement chez les gens ? De former ? Former, je ne sais pas, mais chacun en fait, le beau-père peut être accompagnateur. Mais c'est justement, en fait, je crois qu'on n'a pas abordé la question finale, parce que tout à l'heure tu m'as coupé quand j'ai voulu parler de la joie. Pardon. Non, mais je pensais qu'on allait y revenir dans la pratique, dans vos pratiques en fait, parce que je m'attendais à ce que vous en reparliez dans votre pratique, mais effectivement on n'a pas parlé. Parce qu'en fait, tu parles de Timothée, tu parles de la fonction, c'est ça ? La fonction accompagnant. Il y a l'activité d'accompagnement. Ouais, ça, il y a l'activité. Mais ensuite, plein de personnes peuvent avoir cette fonction-là. C'est ça. Ouais. Et du coup, il y aura un accompagnement plus grand. Parce que si on déclenchait ça chez oui. Tout le monde pourrait s'accompagner. Accompagner les autres. Déjà, en fait. Oui, mais carrément. Bah oui, mais carrément, je suis d'accord avec ça. Le réseau amical. Complètement. Après, il y a... On va faire une balade et puis on discute. Et puis... Exactement. Ouais. Et ouais. C'est juste un point d'interrogation. Non, mais pour moi, c'est... on va dire que oui, tu peux accompagner. Il y a différents trucs dans l'accompagnement. Il y a l'accompagnement de proximité, comme ta famille peut avoir pour toi, etc. Après, je pense que nous deux, on est un peu... Il y avait le mot chercheur qui est venu, explorateur. Il y a une notion vraiment de joie à faire ça, de pleine joie à aller se rencontrer, à aller plus loin, voir comment la vie fonctionne, voir comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on voit chez les gens, comment on peut débloquer les situations, etc. C'est comme... Là, il y a une notion d'expertise, mais l'expertise, elle est pas quantifiable, elle est juste à la hauteur
à la hauteur de la passion, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une passion, hein, c'est pas quelque chose... Et je pense qu'on choisit pas cette passion. C'est juste, ça nous tombe dessus, c'est sur notre chemin, et tout d'un coup, c'est ça, quoi, c'est pas autre chose. Et ça peut être ça et autre chose, enfin... Mais on sait quand quelque chose nous anime, quoi. Et là, on n'est plus dans le domaine de juste l'accompagnement. J'entends l'accompagnement soutien, en fait, dans la version de proximité. Et le soutien, c'est très important. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut débloquer pour faire en sorte que la vie soit un peu plus fluide, quoi. Donc, voilà, c'est à ça qu'on sert aussi. Oui, j'englobais aussi ces outils de déblocage, ou ces activités de déblocage qui peuvent se faire. Est-ce qu'ils le voudraient, les gens? C'est tout simple. Tu vois? Ouais, mais c'est des choses qui se passent déjà. Si tu veux, c'est la personne en face qui t'accompagne ponctuellement, ou peut-être pas ponctuellement, peut-être plus sur la durée. Elle n'est pas forcément, elle se dit pas forcément qu'elle est un accompagnateur. C'est juste qu'elle le font, c'est tout. Après, moi, c'est ce que je vois. Peut-être que, je pense qu'il y a des milliards de façons d'accompagner, et de compétences, de situations. L'aspect guérison, ça, c'est des choses quand même très, très particulières que tout le monde n'a pas. Je sais pas. Mais peut-être aussi de se dire qu'on va aller voir quelqu'un, ça pose un cadre pour aller plus loin en soi-même, plutôt que d'aller se confier à un ami ou quelqu'un d'extérieur. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui me disait dernièrement, mais moi, si je vais pas bien, je vais voir mes amis. Ok, et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a un moment donné où peut-être si on a envie d'aller soit chercher plus loin, soit vraiment de résoudre quelque chose qui est là depuis tellement longtemps et qu'on ne comprend pas. Et vos amis, ils ont un certain regard sur vous. Ils peuvent vous connaître depuis longtemps. Donc, il peut y avoir une forme de conditionnement, une image qui est là, parce que pour eux, vous êtes comme ça. Donc, avoir quelqu'un d'extérieur et de poser un cadre, de dire, d'ancrer. Je suis, c'est compris dans une démarche, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est extrêmement pertinent, ouais. Je pense que c'est la réponse à ta question, en fait. Plus toute la démarche, ce qu'on n'a pas abordé aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on reçoit, quoi. Parce que c'est clair que c'est malheureusement, à mon avis, c'est malheureusement quelque chose qui est insuffisamment traité dans le monde médical et dans le monde des accompagnants, parce que tout ce qui est accompagnant de proximité, mais aussi dans, par exemple, les gens qui accompagnent les personnes âgées, tout ce qu'elles prennent. On appelle ça énergie ou autre, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des gens, effectivement, qui, je pense, en souffrent beaucoup, parce qu'on dit, oui, mais il faut se protéger, Ouais, mais justement, si on se protège, on ressent plus. Moi, j'aime bien le Gore-Tex. Le Gore-Tex, il laisse passer la transpiration, mais il laisse pas rentrer la pluie. Quelque chose de cet ordre-là, qui est plus subtil, mais... Et en particulier, moi, c'est ce que je continue de développer. J'ai beaucoup développé avec la respiration holotropique parce que les gens, à ce moment-là, on est un avatar pour eux. Avec des jeunes, par exemple, j'ai un souvenir d'un gamin de 16 ans qui m'a insulté pendant une demi-heure dans cet état-là. Mais j'ai compris après, je ne savais pas ce qu'il était en train de vivre, mais j'étais son père à ce moment-là. Mais moi, c'était cadeau, quoi. En fait, il était en train de... Excusez-moi. De se soigner, en fait, lui-même, via moi. Mais... j'ai dit, allez, vas-y. Et du coup, je sentais, mais ça circulait. Et ça, pour en arriver là, je dis pas que j'ai quelque chose de plus. Je dis juste que j'ai travaillé ça et je continue de le travailler. Et que parfois, en fonction du type d'énergie qu'il peut y avoir, il faut arriver à le laisser passer, quoi. Et si en plus, il y a un lien affectif éventuel avec la personne, en gros, justement, plutôt que d'aller donner ça à votre ami, donnez-le à quelqu'un que vous allez payer. Oui, parce qu'il y a un échange d'énergie. Et moi, je dis oui, vous voulez ça m'arrive des fois, vous voulez me pourrir, m'insulter, mais allez-y. Allez-y, vous voulez me dire toutes les 5 minutes que vous avez envie de me jeter par la fenêtre, me jeter. Ok, c'est ok. Il vaut mieux le dire à moi, je pense, qu'à son ami ou à sa femme. C'est peut-être plus facile de le dire à moi. et clairement, je demande de l'argent pour ça. Et comme ça, il y a un échange aussi. Oui, un échange d'énergie. Non, c'est bon, d'accord. Super. Peut-être juste un commentaire, le fait de payer, c'est aussi, on montre qu'on est vraiment dans une démarche où on veut travailler quelque chose sur soi, que si on a juste à parler à quelqu'un, c'est trop facile. Est-ce qu'on est vraiment dans la démarche de je me regarde, je veux changer quelque chose? Et puis, moi je considère que ce n'est pas notre tarif, c'est le vôtre.
c'est l'argent que vous donnez, c'est la valeur de ce que vous amenez. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, je le considère comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. D'accord. Alors, moi, j'aurais une dernière question, parce qu'on a fait un petit peu plus d'une heure. Quel regard vous portez aujourd'hui, justement, sur le phénomène de ces personnes j'ai pas de chiffres, honnêtement, j'ai pas trouvé de chiffres, mais sur cette partie de la population qui sont des gens qui sont en reconversion et qui vont vers le développement personnel, le coaching. Parce qu'on dirait que je sais pas, comme je disais au début, je sais pas si c'est plus médiatisé, si on entend beaucoup plus parler. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai engouement déjà autour de développement personnel depuis quelques années, autour du coaching. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais j'aimerais juste votre regard à vous sur les gens qui se lancent comme vous. Ouais, ok. Moi, quand tu proposes à des gens de devenir des oraux, quoi, enfin des gens qui aident les autres, quoi. Tout le monde a envie d'aider les autres, mais si ça en reste là, c'est là le danger en fait. C'est si tu fais ça pour aider l'autre et pour être reconnu parce que tu fais quelque chose de bien, t'aides l'autre, tu vois. Pour moi, c'est là que ça merde en fait. C'est là qu'il y a besoin de recadrer le truc et de dire ok, non, t'es pas là pour aider quelqu'un d'autre. Si c'est ta seule démarche, et on la comprend tous, on a tous envie d'aider. Enfin, c'est humain, je pense, d'aider son prochain, d'aider une personne qui va bien et tout. Mais si ça en reste là, c'est dommageable. Mais tout le monde. Pour toi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde pour ça. Parce qu'on a envie d'aider. Ah ouais, je pense plus. pas. Je pense que Est-ce qu'on a plus envie d'aider maintenant qu'avant alors? Envie d'en faire une profession, envie que ça soit le truc central de sa vie. Disons qu'avant, je sais pas, tu as toutes ces notions de guérisseur, etc. Avant, c'était quand même une notion assez gratuite. Je sais que dans ma famille, c'était totalement, c'était gratuité à outre. Et puis encore aujourd'hui, tu te balades dans, je sais pas, dans le Massif central, etc. Ton guérisseur, tu vas le chercher à la ferme, quoi, tu vois, et c'est gratuit. Un poulet. De tarif, quoi. Puis un petit échange, Donc déjà, maintenant, le bien-être ou tous ces domaines-là, tout d'un coup, tu peux être payé pour faire ça. Du coup, il y a un engouement parce que tout d'un coup, ça peut devenir une profession. Alors que la notion d'aide à l'autre, elle était déjà présente auparavant. Je pense. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un tabou maintenant où on arrive plus facilement à parler de ces problèmes? Est-ce qu'avant, on n'avait pas beaucoup plus de mal à parler de ça ou d'aller chercher de l'aide? Moi, je pense que c'est traversé. Je me demande s'il n'y a pas différents niveaux. Il y a des articles, par exemple, qui commencent à parler de plus en plus sur LinkedIn, sur la dictature du bonheur. Et je trouve ça assez intéressant parce que si je suis en gros l'avocat du diable, c'est il faut que je sois heureux pour être productif, etc. On tire la ficelle et on voit où ça mène. Donc c'est une des grilles de lecture. Il y en a une autre, je pense, qui fait que les gens sont en quête de sens avec un S majuscule, clairement, parce que on arrive, à mon avis, moi je suis aussi délégué syndical pour apporter un peu d'humanité dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et c'est mon objectif d'être entré dans la résistance syndicale en particulier. Et c'est un collègue qui me dit Julie, comment ça va? Oui, ça va, mais vivement la retraite. J'ai combien de temps il reste? 8 ou 9 ans. Je pense que face à des situations comme ça, il y a le sens, et clairement, il est tellement plus valorisant dans une société où il y a une carence énorme de reconnaissance d'aider l'autre. Je crois que c'est les gens à SOS Amitié qui le savent bien, ça fait partie visiblement de leur vigilance quand ils reçoivent quelqu'un. En général, les gens qui veulent aider sont parfois très très mal. Et donc ils les interrogent et ils disent attention, jusqu'où vous vous aidez en aidant les autres, peut-être commencer avec vous, etc. Je pense qu'on est quand même un des premiers consommateurs d'antidépresseurs anxiolytiques. C'est intéressant de voir aussi ce développement. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le développement des reconversions? Mais je pense que
je pense qu'on est aussi traversé, nos sociétés sont traversées par une quête de sens. On le voit avec le tourisme chamanique aussi au Pérou. Voilà, les Occidentaux qui débarquent avec l'ayahuasca, il y a une recherche de réponse, mais c'est tellement fort, quoi. Et avec les dérives que ça peut amener, effectivement, en se disant, bah oui, demain je me mets dans le développement personnel parce que c'est un marché porteur. Ça me fait penser un peu comme quand on entend un libraire, il dit il y a plus d'écrivains que de lecteurs, quoi. Donc à un moment donné... Et puis surtout qu'on est dans une société où... moi, je suis très factuel et je mets les pieds sur terre. Qu'est-ce qui rapporte le plus aujourd'hui? C'est de gérer de l'argent. C'est pas d'aider les gens. On est une société qui valorise cette partie-là. Les éducateurs, les instituteurs, les aides-soignants, c'est pas les professions les mieux payées. Donc là aussi, d'un côté, il y a une quête de sens, et de l'autre, c'est quelque chose qui va être difficile à en vivre. C'est pour ça que je suis slasher, et je pense que je vais le rester, parce que j'ai pas envie d'avoir cette pression tout le temps de devoir dire oui. Ça reprend la question de la légitimité à des gens que je ne vais pas sentir, ou que je ne vais pas me sentir à ce moment-là dans cette capacité. Donc moi, je pense qu'il y a plein de choses qui traversent nos sociétés en pleine crise, mais vive la crise aussi. C'est une crise, c'est un moment de transformation. Comme la dépression, maladie taboue encore dans nos sociétés. Dépression, c'est une crise de transformation. Sauf que, voilà, comment est-ce qu'on l'accompagne? Ok, c'est bon. C'est le bon mot de la fin. Une ouverture et en même temps, ça clôt le débat, c'est pas mal. Merci beaucoup, Arnaud et Xavier. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. D'avoir ouvert votre porte. On n'est pas dans votre cabinet, mais voilà, on y est quand même un petit peu. Merci à tous d'être venus. Donc, dans quelques instants, on va aller se diriger là-bas, dans le